Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Actualité marquée évidemment par l'escalade de tensions entre le Mali et la France. Escalade illustrée par l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali. Comment on en est arrivé là? Jusqu'où ira ce bras de fer? On en parle ce soir avec nos invités. Impossible d'évoquer cette actualité au Mali, notamment sans évoquer la Russie, qui semble se signaler de plus en plus sur le continent. Toujours avec nos invités, nous décrypterons évidemment l'appétit russe pour l'Afrique, les enjeux, les implications à la lumière évidemment de l'histoire et des expériences vécues. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, Dr Neton Prince Tawa, il est politiste, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, spécialiste des questions internationales. Bonsoir et bienvenue. Docteur Nikez Nielben-Hill, sociologue, enseignant-chercheur à la même université. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nos inconditionnels, docteur Eddy Guipier, juriste, enseignant-chercheur à l'université Peloforo Gon-Koulibaly de Korogo. Franck Stéphane Dedi, consultant international en stratégie. Aristide Nkenda, journaliste, éditorialiste. Et Landry Couillot, juriste. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, l'ambassadeur français Joël Meyer, convoqué lundi à la mi-journée au ministère malien des Affaires étrangères, à la suite de propos tenus récemment par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, propos jugés outranciers par les autorités maliennes. En représailles, la junte a donné 72 heures à l'ambassadeur français pour quitter le pays. On suit ce sujet de Pierre Dippomelin. On ouvre le débat juste après. Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, sommé de quitter le pays les 72 prochaines heures au plus tard. C'est ce qui ressort du communiqué du gouvernement lu à la télévision nationale. Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, avait jugé illégitime les autorités de transition et dénoncé leur fuite en avant. Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il y protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Voilà, monsieur, on vient tous de suivre ce sujet. Docteur Eddy Guipier, vous qui êtes politiste, enseignant-chercheur, comment vous analysez cette situation ? Alors cette situation, elle est assez inédite. C'est vrai que nous sommes dans une sorte de montée aux extrêmes. Et là, on a des premiers signaux de rupture. Le renvoi d'un ambassadeur, c'est un symbole assez fort en matière de diplomatie. Ça envoie un signal, un message assez fort. Il y a rupture parce que vous savez que même dans les périodes les plus graves, les périodes les plus critiques, on continue à négocier, à discuter à tout le moins, par des canaux officiels ou non officiels, et l'ambassadeur est la personne qui, on va dire, représente le mieux les intérêts d'un pays, et donc le rappel de l'ambassadeur malien en France, ou du moins l'expulsion quasiment de cet ambassadeur, c'est un signal majeur. C'est un fait inédit aussi en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes... C'est la première fois ? En Afrique de l'Ouest, à tout le moins, oui, c'est la première fois. Et il y a eu quand même une sorte de passe d'armes, n'est-ce pas, entre d'abord Florence Parly, ministre de la Défense, ensuite le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Diop, et après, il y a eu aussi une intervention de Le Drian qui a été assez forte. Donc les Maliens ont estimé, en tout cas dans leur dire, que si les Français ne reconnaissaient pas leur régime, il était donc illogique que leur ambassadeur puisse demeurer au Mali, d'où cette décision d'expulsion. Alors, monsieur, les commentaires vont bon train depuis cet événement. D'aucuns estiment que Bamako a bien réagi pour faire respecter sa souveraineté. Il y en a aussi qui pensent que Bamako allait un peu trop loin. Aristide Nkenda. Oui, et avant de répondre à la question Ali, il faut que je revienne un peu sur ce que disait Dr Guipier. Vous savez, avant que la France, avant que le Drian n'intervienne, vous vous souvenez que quand la CEDEAO a pris des sanctions, les premières sanctions contre le Mali, les autorités maliennes ont fait croire que c'était une décision qui était guidée depuis des puissances extra-régionales. Et à ce moment-là, le Drian n'a pas réagi. Il a fait acte leadership, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé embarquer dans une histoire. Et par la suite, il a attaqué justement pour faire réagir et piéger le Mali. Pour revenir à la question Ali, ce n'est pas de dire si la décision est bonne ou pas.
c'est simplement de dire que, vous vous souvenez, Ali, que le 12 janvier 2020, on a fait une émission où je vous parlais des stratégies, des deux voies de la stratégie. Il y a celle de Sun Tzu, qui est la ruse. Quand vous n'avez pas assez de moyens, vous possédez pas la ruse. Mais quand vous avez les moyens, vous possédez pas la méthode de Karl Clausewitz, c'est-à-dire que la force. Mais quand vous n'êtes pas assez fort, vous devez vous inscrire dans la dynamique du droit international public, c'est-à-dire la courtoisie entre les États, et faire acte de leadership. Faire acte de leadership, ça veut dire, quand vous êtes dans une situation, il ne faut pas réagir automatiquement. Je crois que l'erreur des autorités actuelles maliennes, c'est de s'être laissé embarquer dans ce piège où ils ont réagi, alors qu'il fallait plutôt passer par l'agilité émotionnelle, trouver des solutions, proposer des choses. Alors, parlant de rupture, Dr Guipé parle de rupture. Ben, la rupture n'est pas totale, puisque justement, il n'y a plus d'ambassadeur de Mali en France. On rappelle l'ambassadeur de France, on l'expulse, on expulse l'ambassadeur de France au Mali, mais il reste quand même des autorités diplomatiques qui restent sur place, qui permettent de continuer... Assure le service minimum. Assure le service minimum. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut conseiller, parce que, bon, il y a déjà eu l'escalade, ce qu'il faut conseiller, c'est que il faut que, aussi bien les autorités françaises que maliennes, pensent un nouveau... de nouveaux rapports. Alors, on va arriver aux perspectives tout à l'heure. Je voudrais déjà rebondir sur cette expression que vous avez sortie. Vous dites, c'est un piège dans lequel Bamako est tombé. Est-ce que c'est votre point de vue aussi, Dr Hill? C'est vrai que ça fait 2 ans, déjà, suite aux propos de l'ambassadeur du Mali au Sénat, où il avait expliqué ce à quoi le Mali s'attendait comme armée et ce à quoi ils assistaient dans les rues de Bamako. Donc ça fait un moment déjà qu'il y avait pas mal de surenchères. Les propos aussi qui ont été tenus à l'ONU, qualifiant comment est-ce qu'ils ont été abandonnés. Donc on était dans une certaine dynamique. Peut-être ajouter à cela, il y a eu aussi les opinions publiques respectives. Parce qu'à un moment donné, les sanctions, n'oublions pas, du 9 janvier, ont été prises a priori contre la junte. Et le contre-pied a été que c'est l'opinion publique qui s'est retrouvée piégée. De telle sorte que d'une opinion publique à une autre, à un moment donné, le Mali, à travers la démonstration qu'ils ont faite le 20, le 21, se sont sentis suffisamment forts pour dire qu'ils étaient dans la bonne dynamique. Et donc, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, les opinions, me semble-t-il, deviennent, à côté de la diplomatie normale, publique, internationale qu'on connaît, commencent à peser très lourdement. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, en France, ils sont obligés de reconsidérer la question du Mali. Et toute l'opposition, pratiquement, est en train d'aller dans des extrêmes. Et c'est plutôt au niveau du gouvernement que les choses sont en train de s'arrondir. De telle sorte que peut-être pas parler de piège en tant que tel, mais peut-être que la France n'a pas vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être au niveau des opinions publiques africaines également. Docteur Tawa? Oui, merci. Moi, je ne parlerai pas de piège. Alors, je pense que la France a un peu négligé la capacité de réaction du Mali. À partir du moment où le porte-parole, je pense le colonel Maïga, avait conseillé au ministre français, Mme Parly, de se taire, de garder le silence, c'était déjà un signe avant-coureur de ce que le Mali était capable de renchérir dans sa position vis-à-vis de la France. Donc je pense que non, il n'y a pas de piège, au contraire, et justement, ça se voit actuellement en France. Le gouvernement, je pense, est en train de se raviser ou veut jouer bas la terre. Et ça vient du fait que le Mali a finalement montré que, attention, je ne suis plus peut-être l'ancienne colonie d'antan, je suis capable aussi de réagir d'une certaine façon à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc je pense que la France a négligé la capacité de réaction du Mali. Franck-Stéphane Dedi, c'est votre point de vue? Moi, je voudrais qu'on analyse le résultat de cette situation-là par rapport aux événements antérieurs. Nous sommes en février 2020, lorsque l'ambassadeur du Mali en France, devant le Sénat, indique que les légionnaires français se sont rendus coupables de débordement. En tout cas, dans la note officielle, au niveau des officines françaises, c'était cette partie qui avait choqué la diplomatie française, qui avait conduit au rappel de l'ambassadeur malien dans son pays
et qui n'a pas été remplacé jusque-là, parce que par la suite, je pense que ça fera l'objet du deuxième sujet qu'on va débattre ce soir. Par la suite, le second qui avait été proposé par la junte était jugé trop proche de la Russie. Donc après cela, il y a eu une certaine escalade et des passes d'armes, comme Aristide l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, je pense que là où peut-être qu'on se trompe, c'est de ne pas analyser les antagonismes en présence, le contexte actuel, parce que les autorités maliennes jouent bien entendu sur le contexte actuel. Aujourd'hui, cette situation a été récupérée par toute la classe politique française à quelques mois des élections. Donc, en termes de schéma communicatif, je pense qu'ils ont beaucoup plus l'ascendant qu'on ne le penserait. Cela dit, je pense que c'est un appel aussi à sortir des... Quand vous dites qu'ils ont beaucoup plus l'ascendant, vous faites allusion à qui, aux autorités maliennes? Oui, bien entendu, par rapport à leurs homologues françaises. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain schéma, à la limite infantilisant, dans lequel il faut que certaines puissances puissent sortir, parce que les choses ont évolué. Aujourd'hui, le Mali, qu'on reconnaisse les autorités actuelles ou non, il faut composer avec elles. Elles démontrent qu'en tenant compte de la montée de ce qu'on a qualifié du sentiment anti-français, elles peuvent surfer là-dessus pour pouvoir démontrer qu'elles ont des crocs aussi. Donc aujourd'hui, on frise peut-être l'impasse, l'avenir nous dira, mais une chose est sûre, c'est que les autorités maliennes envoient un message fort, disant qu'attention, ne serait-ce qu'en termes de réciprocité, comme vous l'avez fait il y a 2 ans, on peut faire pareil. Est-ce la bonne façon de faire? L'avenir nous dira, mais je pense que dans la suite des échanges, on pourra donner d'autres détails. Landry Couillot. Moi, je ferais bien l'économie des brillantes interventions des consultants sur ce plateau, mais juste m'appesantir sur la politique intérieure. Pour dire que cette situation qui, moi, à la limite, me fait rire parce qu'on est dans la théâtralisation. Je répète tout le temps, on est dans la théâtralisation. Pourquoi théâtralisation? En réalité, de quoi s'agit-il? C'est qu'on a 2 gouvernements qui ont des réalités intérieures qui nécessitent que dans un avenir proche, l'on puisse légitimer son pouvoir. On a en France un Emmanuel Macron qui, encore pas déclaré candidat, mais qui va se présenter et qui a une élection en face de lui avec des adversaires sérieux. De l'autre côté, on a le gouvernement malien, qu'on appelle la junte militaire, où on a... En tout cas, c'est l'équipe qui dirige le pays. L'équipe qui dirige le pays, où on a un Premier ministre qui joue la carte, bien sûr, de celui qui potentiellement pourrait bien sûr se présenter. Et on a donc aussi un Assimi Goïta de l'autre côté qui a bien envie de pouvoir tirer sa carte. Dans tous les cas de figure, lorsque l'on réagit ainsi, c'est normal. On applique la réciprocité de ce qu'on a en face de soi, un État qui, du fait de sa puissance, infantilise. On a besoin de faire passer un message. Mais l'un ou l'autre tire profit de cette situation. Macron tire profit de savoir qu'on a toute l'opposition française, ou alors les plus grands ténors, qui s'allient et qui manifestent une véritable solidarité vis-à-vis du peuple français. Et lui, de l'autre côté, va jouer en bon père de famille, par terre bonnier, essayer de calmer le jeu pour montrer que c'est lui le président de la République. Donc, du coup, d'un point de vue de sa statue internationale, ça montre que, dans tous les cas, il est à la barre. Et de l'autre côté, on a des autorités maliennes, donc le Premier ministre qui est M. 3%, qui, du coup, apparaît comme quelqu'un d'une stature suffisamment forte, vaillant, courageux, et qui, à l'occasion des prochaines élections, parce qu'il y aura forcément des élections dans 6, dans 1 an, dans 2 ans, sera capable de pouvoir présenter une candidature qui tient la route. Ali, je voulais juste ajouter, Ali, que le Mali est caractérisé, puisque je vais revenir à ce que Franck disait sur la chronologie inversée, que le Mali est caractérisé par son nationalisme. Souvenez-vous, en 1960, la rupture avec le Sénégal. En 1995, lorsque le président Chirac convoque les chefs d'État, à l'époque c'était Alpha Ouma Konaré, il dit qu'il ne va pas. Donc, c'est pour ça que je dis, quand je dis piège, c'est entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que Le Drian, avec son expérience, savait suffisamment, sachant le nationalisme qui habite le Mali, sachant qu'en disant ce qu'il a dit, le Mali allait réagir comme il a réagi. Et vous voyez que Landry le dit, ça profite énormément à Paris aujourd'hui. 2 mois avant, nous sommes à 2 mois d'une élection, 2 mois et demi d'une élection présidentielle en France. Ouais. Et vous savez que dans les pays occidentaux,
les pays démocratiques, lorsqu'il s'agit de l'extérieur, de la politique extérieure, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que je parle d'un piège, et parce que justement, ils étaient sûrs qu'il fallait tester la capacité des autorités maliennes actuelles de pouvoir faire acte leadership. Alors tout à l'heure, Franck-Stéphane Dedi parlait d'une attitude infantilisante de la part de Paris. Est-ce que vous pensez que Jean-Yves Le Drian allait un peu plus loin ? Parce qu'il faut dire qu'à l'origine de cette crise, il y a cette surenchère dans les propos. Oui, il y a une passe d'armes à tout le moins, il y a une passe d'armes. On n'a pas coutume d'avoir un répondant aussi marqué côté africain. La plupart du temps, en tout cas côté puissance faible, on a soit une puissance qui essaie de calmer le jeu ou qui rentre dans les rangs. Donc cette passe d'armes-là est somme toute assez inédite, mais même si nous sommes en période de crise et la plupart du temps, justement, on fait monter les enchères pour justement essayer aussi d'exciter les opinions publiques et les attirer vers soi. En tout cas, les rendre beaucoup plus sensibles à sa cause. Vous avez vu quand même que les Maliens, depuis cette période, depuis la période où la CEDEAO commence à comment dirais-je, envoyer les sanctions et dicte un certain nombre de sanctions, vous avez l'opinion publique qui se manifeste et qui manifeste depuis tous les vendredis à Bamako. Et ce sont des manifestations monstres quand même. Et bien entendu, il est certain qu'on fasse, comment dirais-je, qu'on excite un peu ce chauvinisme, ce nationalisme, etc., pour mieux mobiliser. Donc oui, je pense quand même que le ministre des Affaires étrangères est allé un peu loin. Il y avait aussi des interventions de Florence Parly, qui avait déjà donné le ton en disant non, Wagner ne viendra pas, ils ne viendront pas, nous ne pourrons l'accepter, etc., comme s'il s'agissait d'un territoire français. Donc, les interlocuteurs ont changé depuis 1960. Aujourd'hui, nous avons des Africains qui sont prêts, justement, on peut le dire, on peut le leur concéder aussi, à surfer sur cette phase pour s'affirmer aussi politiquement. Et aujourd'hui, moi, je pense que le piège, il est à l'avantage du Mali. Et je pense que c'est la France qui est piégée. Oui, Landry ? Permettez-moi de réagir pour dire attention. Il faut faire très, très attention. Attention à quoi ? Attention parce qu'en réalité, on a l'impression qu'au Mali, tout est homogène. Et tout se passe bien. En réalité, ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez une junte militaire au pouvoir et que celle-ci semble accaparer le pouvoir politique, n'est-ce pas, et de mettre en berne les ambitions d'une classe politique qui, elle, cherche bien sûr à s'affirmer, il faut savoir que ça, c'est une donne qui est très importante. La première des choses. La seconde chose, comme je le disais le dimanche dernier, on n'a que le 27 février, dans le premier chronogramme, le 27 février, c'est l'échéance, c'est la fin. Et de l'autre côté, il se manifeste au niveau du Mali un groupe de personnes, pas les moines bien sûr, et qui commencent à donner de la voix et à exprimer son désaccord vis-à-vis de la présence de la junte. Il ne faut pas négliger ce genre de choses-là. Vous savez, un homme politique, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est né pour la conquête du pouvoir d'État. Et il ne peut pas accepter que, pour quelque raison que ce soit, il y ait un groupe de personnes qui, d'un point de vue républicain, est illégitime à être là et qui vont vouloir braquer le pouvoir pour longtemps. Ils ont des ambitions, ils sont soutenus par un groupe de personnes, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit la société civile, et qui ont besoin d'aller compétir. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on organise chaque vendredi des manifestations où les uns et les autres viennent montrer leur attachement à la nation. Et c'est bien. Et c'est très, très bien. Sauf qu'il va falloir qu'au niveau de la junte, on soit très subtil, très prudent, parce que les dissensions vont naître et les uns et les autres vont commencer à contester leur illégitimité, au point où cette illégitimité va s'effriter et risque bien sûr de créer des tensions en interne qui risquent d'affaiblir leur position. C'est mon avis. Je reviens à vous tout de suite, Dr Hill. Je pense que nous sommes devant un cas de figure qu'il faut prendre très au sérieux, parce que je pense que de plus en plus, les opinions publiques africaines ont la mémoire des relations entre la France et l'Afrique. Et ce fameux sentiment français dont on nous parle depuis plusieurs années, je pense qu'il est réel. Parce que pensons déjà à la sentiment anti-français est réel. Parce que pensons déjà que même dans les valises diplomatiques, ça fait 10 ans qu'on ne compte guère plus de 5 à 10 pays sûrs pour les Français. Voilà, quand on fait le check-in, on dit tous ces pays-là ne sont pas sûrs. Et en plus, avec ce qui s'est passé en Centrafrique, il y a eu déjà pas mal de choses. Et ce qui est fondamental ici, c'est que même si un politicien veut aujourd'hui se désolidariser de la junte, dans un an ou deux, c'est cette même opinion publique qui défile aujourd'hui, qui soutient, c'est juste ceux-là qu'il faudra compter pour prendre le pouvoir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il risque d'avoir un alignement naturel. Quand vous le vouliez ou pas,
Vous pouvez contester. Derrière la junte, c'est ce que vous dites? Bien sûr, parce que vous pouvez, même s'ils précipitent, je prends un cas d'espèce où dans 1 an, 2 ans, ils organisent. Mais c'est cette même opinion publique qui défile tout le temps et qui soutient la junte, qui se sent, en plus le peuple se sent victime d'attaques extérieures, d'embargo, etc. Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas à la fois dire précipitons-nous pour aller aux élections, pour retrouver une voie démocratique normale, et en même temps vous compterez sur ces mêmes gens pour aller mettre leur bulletin dans l'urne en votre faveur. Là, ça risque d'être quelque chose de paradoxal, de pervers et de pratiquement incompréhensible. Franck Stéphane? Moi, souvent, ça me fait doucement rire quand on veut parler à la place des peuples maliens. Mais qui a parlé à la place des peuples maliens? Certains intellectuels. En disant quoi, par exemple? Voilà. En faisant référence à quoi? En faisant référence au fait qu'ils ne soutiendraient pas la junte, en faisant référence au fait qu'ils se désolidariseraient de la junte, ce genre de choses. Je pense qu'il faut faire très attention. Le résultat des cours, c'est qu'à la fin, c'est le peuple qui octroie le pouvoir. Je reste convaincu que si les peuples maliens, il arrivera le moment où ils ne se reconnaîtront plus dans cette junte-là, ils descendront à bras le corps dans les rues pour dégager cette junte au pouvoir. Vous évoquez une éventualité ou vous prédisez que c'est ce qui va se passer dans le futur? Non, j'évoque l'éventualité du fait qu'au cas où ils ne se reconnaîtraient pas dans cette junte, je pense qu'ils la dégageraient. Il faut faire confiance à ce peuple malien-là. Très bien. Tant qu'on n'en est pas encore là, aujourd'hui, qu'on puisse dire que ces manifestations sont organisées par la junte elle-même ou pas, je pense que pour l'instant, la classe politique malienne, dans sa large majorité, accompagne la junte au pouvoir. Cela s'est démontré clairement à travers les assises nationales, qu'on soit d'accord ou non avec les conclusions de ces assises nationales-là. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance à minimiser les visées politiques des personnes au pouvoir au Mali, en se disant, souvent, dans certains discours on entend, ce sont des militaires, ils ne connaissent rien à la politique, ce genre de choses. Alors qu'on a, de mon point de vue, au pouvoir au Mali, des gens qui sont très conscients des aspirations, en tout cas légitimes, des peuples qu'ils régentent actuellement. Et ce sont sur ces éléments de langage-là que ces personnes au pouvoir jouent, de façon légitime ou non. C'est à nous d'envisager cela. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment anti-politique française qui est affirmé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, la jeune se présente comme cet étendard-là qui envisage faire, ou du moins un porte-flambeau, qui envisage faire la politique autrement pour aller dans ce sens de sentiment anti-politique française. Et ça, il faut compter avec cela. Docteur Ottawa? Oui, Ali, alors, je voulais relever que M. Nkenda, excusez-moi, a relevé tout à l'heure le nationalisme malien. Alors, je ne pense pas que ce nationalisme-là, ça arrête aux portes de la junte. Et je pense que autant on constate actuellement une osmose dans la classe française autour du président français, je pense qu'actuellement au Mali, y compris la population, mais aussi le leadership politique, le personnel politique, a conscience de ce que, si éventuellement ce personnel-là venait à prendre le pouvoir, la suivi et la continuité de son pouvoir se trouve dans la ligne politique actuelle. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas négliger les manifestations qui ont cours à Bamako. Alors, justement, parlant de ces manifestations, je vais vous poser une question à tous. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est bien beau tout ce monde qui sort pour soutenir la junte, mais il y a aussi une majorité silencieuse qui ne peut pas sortir dans les rues parce que, bon, évidemment, les militaires sont au pouvoir, ils ont les armes. Non. Donc, on peut pas. Je pars d'un postulat et je vous pose une question. Il y en a qui se disent bon, tout le monde n'a pas le droit de donner son point de vue parce qu'on sait comment ça se passe. On peut, après, se voir tomber sur nous une certaine omerta. Comment vous réagissez à ça? Non, oui, terminez, allez-y. Moi, je pense que le peuple malien a quand même une certaine cohérence dans son comportement depuis, je vais dire, 2013. Avec l'arrivée des soldats français, il y a ce peuple-là qui est sorti unanimement pour applaudir les Français. Et ce peuple-là, aujourd'hui, est en train de sortir pour afficher une autre volonté. Une hostilité à la France. Donc, si
éventuellement il y a un rejet de cette junte, je pense que ce même peuple-là est capable de sortir et de faire connaître cette autre volonté. D'accord. Alors moi, je pense que je vais en tirer le même chemin que mon cher collègue, ami et frère. Ceci étant, il faut préciser une chose. Il y a une situation assez inédite au niveau du leadership, du personnel politique et de la classe politique au Mali. Il y a un grand vide. Cette classe politique, elle est sinistrée actuellement. Vous avez un des derniers cadors qui est décédé, Soumaïla Cissé. Donc aujourd'hui, à part Choguel Maïga, dont on connaît les scores la plupart du temps, 3 à 4% aux élections présidentielles, aujourd'hui, on ne voit pas ou on ne sait pas qui pourrait diriger un parti suffisamment fort pour prendre le pouvoir. Et puis, relativisons au passage avec ce sentiment anti-français. Voilà. Il s'agit d'un sentiment qui est contre une certaine politique. Il vient de le dire tout à l'heure, ce même peuple a applaudi. Je me rappelle encore de cette image de ce vieux en boubou bleu, blanc, rouge, tricolore, en train de féliciter, accueillir les soldats français. Je me souviens de ces femmes qui ont appelé leur enfant François Hollande. François Hollande, etc. C'est le même peuple, n'oublions pas. Deuxième exemple, l'adoubement, la victoire de Ibeka, appelé Kankele Tigui, l'homme à la parole. Tout le peuple comptait. Voilà, l'unique parole, bien entendu. L'homme de parole, celui sur lequel tout le peuple comptait, un apparatchik qui a fait vraiment ses classes dans l'ADEMA, le RPM, qui a pris le pouvoir, et finalement, ça ne s'est pas bien passé. C'est ce même peuple-là qui marchait contre lui il y a peu. Donc c'est vrai, on peut aussi se dire qu'il y a... Moi, je ne dirais pas, en fait, je pense que j'ai été mal compris par Kuyo. Je pense que je ne dis pas qu'il y a une sorte de chorus. Mais il est certain que dans ce contexte, particulier, ce contexte critique, les sons discordants seront difficiles à entendre. Voilà. Et tout le monde, justement, cherche à surfer sur cette vague populaire-là, pas ce sentiment anti-français, sentiment contre la politique étrangère française, pour essayer de glaner des voix dans une compétition électorale prochaine, peut-être. Très bien. Aristide ? Oui, Ali, pour revenir au nationalisme malien, il faut faire très attention. Moi, je suis très prudent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se lance comme ça parce que, justement, on peut derrière, parce que ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Merci. Et ce sentiment, ce nationalisme malien peut donc être aussi instrumentalisé. Donc, il faut faire très, très attention. Vous savez, les rapports entre la France et le Mali, il n'y a aucun pays africain qui a ces rapports. Vous savez que beaucoup de Maliens vivent en France et ramènent beaucoup d'argent au Mali, construisent au Mali à partir de la France. Donc rompre avec la France de cette façon, croire qu'on peut rompre... D'ailleurs, Dr Guipé, vous avez parlé de rupture d'un début qui peut aller jusqu'à la fin. Croire qu'on peut le faire de façon spontanée, ce n'est pas possible. Vous savez, moi je continue de dire que les Français sont nos frères. Les Français sont nos frères. C'est ceux-là que nous connaissons. Et donc, même si nous devons rompre avec eux, nous devons prendre la manière et surtout s'assurer que nous sommes capables, que nous avons reçu le transfert de certaines choses, que nous allons nous inscrire dans la dynamique de recherche des solutions endogènes, innovantes, avec des bonnes pratiques. Donc, moi, je suis très, très prudent lorsqu'il s'agit d'affronter et de se dresser comme ça contre nos parents. Je le dis encore, ce sont nos parents, les Français. Les Congolais disent Bokilo. Voilà, parce que vous vous souvenez le débat qu'il y a eu en Afrique du Sud où il y avait donc notre sœur parlementaire, députée Tengela, Mariam Traoré, où Julius Malema essayait de dire aux députés francophones que vous êtes manipulés par la France. Parce qu'ils nous instrumentalisent, ils nous dressent contre nos pauvres frères, parce que les Français sont nos frères. Et ça, moi, j'assume ça. Ce sont nos frères. Il faut que le peuple malien comprenne que même s'il y a des difficultés, Ali a dit qu'on parlera tout à l'heure des solutions, mais déjà, j'anticipe pour dire que mettons bas la terre, ce sont nos frères, même s'il y a des difficultés, qu'on s'entende, qu'on réfléchisse, parce que beaucoup de Maliens vivent en France et ramènent beaucoup de capitaux au Mali. D'accord, je vois que vous avez envie de réagir. Ce sera après cette intervention de Martial. Martial qui nous appelle, on a ouvert le téléphone, Martial qui nous appelle de Bingerville. Martial, bonsoir. Oui, bonsoir Ali. Pour vous, la CEDEAO doit accompagner le Mali. Dites-nous comment. Effectivement, je pars du postulat que chaque pays a ses difficultés. Au lieu d'imposer des sanctions qui vont affaiblir, qui vont permettre encore aux djihadistes de pouvoir accomplir les salles des zones au Mali, puis la CEDEAO, avec la junte, puisse s'asseoir, redéfinir le cadre et aller
pour que le peuple malien véritablement puisse lui-même trouver la solution aux problèmes qui se posent. Et l'autre élément que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, le sentiment anti-français, il existe. Bon, anti-politique française, il existe, voilà. Le sentiment anti-politique française existe. Donc, c'est à la France de pouvoir véritablement user la bonne méthode, la bonne manière, pour ne pas attiser encore ce sentiment-là. Ça, c'est un. L'autre élément, c'est parce qu'il y a les élections en France le mois prochain, que la France n'est pas assez je vais dire, n'a pas la main assez dure sur le Mali. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que la France aurait activé tous ses leviers pour faire dégager cette junte au pouvoir. D'accord. En tout cas, merci à vous, Martial, de nous avoir appelé et donné votre point de vue. Docteur Hill, vous vouliez réagir avant l'appel de Martial. Je reviens à vous tout à l'heure. D'accord. Effectivement, tout à l'heure, j'adhère parfaitement. La cohérence des mémoires. Si on regarde aujourd'hui les opinions publiques, on est toujours entre liberté, souveraineté et aspiration profonde. Et je pense que tous les peuples aujourd'hui du monde sont presque dans cette logique. N'excluons pas du tout l'Afrique. L'Afrique a eu ses mémoires esclavagistes, ses mémoires coloniales, ses mémoires décolonisées. Et aujourd'hui, on tend vers ce qu'on appelle le citoyen mondial, qui est fier d'avoir un pays, d'appartenir à quelque chose et de revendiquer totalement sa liberté et son libre choix, sa libre conscience, l'exercice du libre arbitre. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on le dit. Vous voyez, il y a eu Dadis Camara qui a été un épiphénomène. C'est pas nouveau. Et ça tient dans une certaine cohérence. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'activistes. Et vous avez raison, ce n'est pas un sentiment anti-français au sens où c'est la France, mais c'est l'incarnation, c'est la symbolique, c'est toujours le sentiment de donner des ordres, de recevoir des ordres. Regardez la France-Afrique qui devient l'Afrique-France, le CFA qui devient... Vous voyez, c'est toujours pas très clair, très net dans nos consciences. En tout cas, le peuple se dit à quel moment, alors que le citoyen mondial est appelé à être égalitaire, est appelé à être respecté, est appelé à décider de la destinée du monde. Et aujourd'hui, tout se passe comme s'il y a des gens, là où tout le monde doit décider, il y en a qui n'ont pas droit à la décision. Et je pense que c'est extrêmement frustrant. Docteur Tawa. Oui, merci Ali. Je voudrais quand même... je pense que les relations entre la France et le Mali, mais l'Afrique, ce ne sont pas les relations fraternelles, c'est les relations étatiques. Donc, c'est vrai, ce sont nos frères peut-être, mais là, il s'agit de relations entre des États souverains. Et je pense que c'est ce que le Mali est en train de faire comprendre à la France. Donc, ce n'est pas qu'on déteste la France, moi non plus, d'ailleurs. Mais je pense que le message du Mali, il est clair. Et Maïga l'a dit en quelques mots très simples. Il a rappelé parfois le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, le principe de souveraineté. C'est clair. Pourquoi est-ce que d'autres États auraient le droit de réclamer et d'obtenir le respect de leur souveraineté et que le Mali et l'Afrique n'auraient pas ce droit? Non, je pense que tant qu'on reste dans la logique fraternelle, cette infantilisation, je pense qu'elle va continuer. Alors, il faut que la France comprenne, et c'est le message du Mali. Bon, peut-être qu'il faut changer, il faut changer de fusil d'épaule et pour assainir les relations entre elle et le Mali, et puis pourquoi pas avec aussi les autres. Très bien. Franck-Stéphane Dédy, enfin. Oui, enfin, merci. Allez-y. Je souhaiterais qu'on puisse déjà, autour de cette table-là, changer un peu les terminologies qu'on utilise. Quelle est la terminologie qui vous gêne? Sentiment anti-français. De mémoire, cette expression a été prononcée pour la première fois lors d'une intervention du président Emmanuel Macron. Et c'est à dessein, parce qu'il faut exacerber les populations françaises, ce genre de choses. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à redéfinir ça. Nous sommes en train de parler ici d'un sentiment anti-politique française en Afrique. Politique étrangère française. Politique étrangère, voilà, de la France ici en Afrique. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi je suis un peu gêné par le dernier propos de Aristide quand il dit que les Français sont nos frères. Naturellement, comme les Sénégalais, comme les Sud-Africains, voilà. Les peuples en eux-mêmes, je pense qu'on n'a pas de problème avec les peuples. Nous sommes en train de questionner la politique étrangère de la France dans nos pays. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle ne se fait pas d'égal à égal entre les différents pays.
Je veux revenir, excusez-moi de faire l'historien ce soir, mais je veux revenir sur ce qui a entraîné l'exclusion ou le rapatriement de l'ambassadeur malien en France dans son pays d'origine. Il a juste dit, les légionnaires français se rendent coupables d'égarement, de débordement. Voilà ce qui transparaît dans la note officielle française. Et cela faisait suite à un rapport de l'ONU l'ONU, ce n'est pas les autorités maliennes, qui affirmait que le 3 janvier 2020, si mes souvenirs sont bons, les légionnaires français avaient fait une frappe en tuant 19 civils au Mali. C'est légitime de dire qu'il y a eu des débordements par rapport à la mission initiale qui leur était confiée. Surtout que cette enquête-là émane d'un organe qui n'a rien à voir avec les autorités françaises. Aujourd'hui, pour les mêmes raisons, parce qu'on dit que le Mali veut contracter avec Wagner, le Mali est en train de se faire estorpiller par Wagner, le Mali devra arrêter ça, ce genre de choses, ce genre de propos directifs, comme si on s'adressait à un enfant. Le Mali s'oppose à cela. Je pense que c'est d'ailleurs plus grave que de dire que les légionnaires français se sont rendus coupables de débordement. Donc, pour revenir au thème du jour qui nous parle des relations très chaudes entre les diplomaties françaises et maliennes, moi je pense que le Mali ou les autorités maliennes en place sont en droit de rappeler aux autorités françaises qu'elles sont sorties de leur logique depuis longtemps infantilisante et elles voudraient un rapport d'égal à égal qui est marqué par le respect mutuel des institutions en place. Très bien. Et ça, on ne peut pas le leur reprocher. Très bien, André. Ensuite, Aristide. Je crois qu'on est tous d'accord. Et pour moi, le problème malien, il ne faut pas le confondre. Il y a deux problèmes. Il y a le problème des relations diplomatiques ou des relations de politique extérieure entre la France et le Mali. Et ça, plusieurs pays africains pourraient le relever. Il n'y a pas que le Mali. Partout, on a ce sentiment d'avoir un rapport tutélaire infantilisant. C'est normal. Et puis, il y a le problème de la légitimité. Non, c'est pas normal. Non, je dis c'est normal qu'on ait ce sentiment-là, bien sûr, de ne pas accepter ça. Alors, on va pas l'interrompre pour le laisser aller au bout de son on a le sentiment de ne pas accepter. Et il y a le problème de la légitimité de la junte elle-même. Pour moi, il ne faut pas confondre. Pour moi, ce qui se passe au Mali, c'est qu'on a une junte qui tente de pouvoir se maintenir en traitant d'une manière ou d'une autre l'autre problème. C'est cela mon problème à moi. Mon problème est que au Mali, il faudrait donc que l'on puisse faire une approche analytique de la situation et de dire une chose. On a donc un besoin de pouvoir assainir les relations avec la France parce que c'est normal qu'on puisse les assainir. On ne peut pas continuer à traiter les uns les autres de la sorte. Mais de l'autre côté, il va falloir aussi que le Mali, au niveau institutionnel et politique, puisse travailler très rapidement ou alors dans les meilleurs délais, à normaliser sa vie politique, de sorte que cela ne lui soit pas reproché. Je répète, est ce que j'ai dit tout à l'heure, de sorte que cela ne lui soit pas reproché demain et que ça constitue un piège qui se referme sur lui-même. C'est ce que je dis. D'accord. Allez, Aristide. Oui, Ali, je veux qu'on fasse très attention quand on dit et nous voulons être traités d'égal à égal avec les autres États. Ali, l'opération commence, Franck l'a dit, même docteur Irvine là-dessus, l'opération commence par Serval. Hein? Mais à la demande de qui? Du Mali. Mais c'est combien de milliards par an qu'un État souverain qui s'appelle la France injecte, envoie ses soldats qui viennent mourir sur le champ d'honneur pour défendre un territoire. Et vous savez pertinemment que, comme a dit Ratzel, qui est le père de la géopolitique allemande, oui, il a dit le l'espace vital, parce que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Vous avez bien sûr dit qu'il s'agit des intérêts, hein, docteur, entre les États. Mais vous posez les actes parce que vous êtes déterminé par vos intérêts permanents. Donc, quand vous dites que vous êtes un pays souverain, vous êtes un pays, on va parler égal à égal, mais attendez, mais il faut que vous ayez les moyens de votre politique. Et quand vous n'avez pas les moyens de votre politique et que vous avez des accords de coopération, il faut quand même aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez la force. Puisque vous avez parlé des deux stratégies. Quand vous avez la force, vous agissez. Mais comme vous n'avez pas la force, vous allez tout doucement. D'accord. Docteur Hill. Oui. Il faut aussi dire une chose très simple, c'est que regardons le phénomène qui a amené la France au Mali. Très basiquement, pour un sociologue, tout se passe comme si le phénomène s'amplifie, se généralise
Alors que tout à l'heure, on a parlé de sentiments patriotiques maliens sans trop entrer en profondeur. Le Mali, toujours, il y a Maliba. Pour lui, le Mali est un et indivisible. C'est clair pour eux. Kidal fait partie, Gao fait partie, tout fait partie. De telle sorte que ça, c'est une réalité. Secondo, le djihadisme pour lequel la France est venue. Mais la France n'est pas venue uniquement dans le sens du Mali. Parce que c'est ce même djihadisme qu'on retrouvait chez Saddam Hussein, c'est le même qu'on a retrouvé en Syrie, c'est le même qu'on a retrouvé en Libye. Et tout se passe comme si plus on le combat, et le dernier en date, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire que voilà un phénomène qui, plus on le combat, plus le phénomène se régionalise. Et ensuite, si on rentre dans cette question de souveraineté sans avoir la force de frappe, mais quelque part aussi, le peuple malien ou le peuple africain se pose la question, comment ça se fait que depuis que nos armées sont en place, toujours avec des grands accords de coopération, achetant des armes françaises, tous nos officiers sont formés dans ces pays-là, on n'arrive jamais à monter en puissance. Et vous voyez, avec pratiquement 5-6 pays qui vont, le Mali, le Burkina, le Tchad, on ne comprend pas qu'autant de pays si vous mettez bout à bout le nombre d'armes achetées, le nombre de formations, le Mali même a été soutenu par tout ce qui est renseignement américain et tout pendant des années, et ça fait des milliards, pas possible. Et après, on se rend compte que les fantassins maliens, les populations maliennes sont carrément décimées et que plus ça va. En 2013, on y croyait à 100% et aujourd'hui, on en est pratiquement dans une situation difficile. Je prends M. Koulibaly Amadou qui nous appelle de Ségou au Mali. M. Koulibaly Amadou, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, le problème, c'est la présence russe au Mali? Oui, pour moi, tout ce que la France est en train de parler sur les antennes, ce n'est que seulement la présence des Russes au Mali, c'est tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la présence de Wagner, par exemple, notamment, il n'y aurait pas eu de problème avec la France. C'est ce que vous dites? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas Wagner, c'est la Russie qui est là. Nous, on est à Ségou, on sait ce qui se passe. D'accord. Est-ce que je peux poser une question? Vous savez... Oui, allez-y. Tous les problèmes du Mali aujourd'hui, oui, c'est la présence de la Russie qui est au Mali, c'est tout. S'il n'y avait pas de Russie au Mali aujourd'hui, tout ça n'allait pas arriver au Mali. Lorsque la Russie est venue, parce que le Mali était... Allô? Allez-y, M. Koulibaly, on vous entend bien. Avant l'arrivée de la Russie au Mali. Oui. Le Mali était envahi. Mais on sait maintenant que le Mali est en train d'être libéré. Ça fait combien d'années? Plus de 8 ans. La France est là, on n'arrive pas à se départir de ça. Très bien. Allô? Oui, allô, très bien. Vous avez terminé? Pour terminer... Terminez rapidement. Je voudrais interpeller monsieur le juriste qui est parmi vous là. J'ai oublié son nom. Monsieur Couillou, allez-y. Voilà, monsieur Couillou. C'est pour lui rappeler que la semaine passée, il avait parlé de Mamadou Diko. De l'imam Diko, oui. De l'imam Diko. Oui. Que l'imam Diko va, à partir du 27 février... C'est lui qui a annoncé ça. Oui. Allô? Oui, allez-y, on vous entend très bien. L'imam Diko, parce qu'il met l'imam Diko dans le danger. En parlant de ça, l'imam Diko se cherche. D'accord. Parce que les Maliens aujourd'hui sont unanimes aujourd'hui que le problème du Mali aujourd'hui, c'est la France. D'accord. Donc, celui qui n'est pas à côté de ces jeunes-là, vraiment, il part à côté. On vous a bien entendu, M. Koulibaly Amadou. Merci. Aidez-nous à s'en sortir. Très bien. Très bien. Merci de nous avoir appelés depuis Ségou, au Mali. Docteur Tawa, allez-y. Merci, Ali. Alors, Couillou, c'est ça? Oui. Est revenu sur la question de la légitimité de la junte. On a dépassé ce débat. Non. C'est important. Bon, allez-y. Que la CEDEAO, par exemple, questionne la légitimité de la junte, c'est légitime. Parce que le Mali est un État de la CEDEAO. Mais que cette question soit questionnée hors du cadre africain, il y a un problème. Et je pense que c'est ça que la junte n'accepte pas, bien sûr que les Maliens n'acceptent pas. D'accord. Deuxième chose, la question des intérêts. Vous pensez que la France, en venant justement au Mali, c'est vrai, à la demande du Mali, elle serait venue là s'il n'a pas d'intérêt? La France y gagne forcément quelque chose. Quoi? Donc, on ne va pas faire comme c'est juste pour rendre uniquement service au Mali. C'est clair que ça a aidé le Mali et nous avons tous applaudi. Mais affirmer que le seul intérêt dans cette opération
était celui du Mali, je pense qu'il faut faire... D'accord. Franck Stéphane, un peu de recul. Oui, je pense que l'auditeur, tout à l'heure, il a été très clair. Il a dit quelque chose qui est intéressant, c'est que les peuples maliens sont d'avis avec la présence des Russes, c'est ce qu'il a dit, hein, au Mali. Et je pense qu'il faut faire suffisamment confiance au peuple malien. Ça, j'insiste là-dessus. Notamment du côté de la CEDEAO, on peut vous rétorquer que pour faire confiance au peuple malien, il faut organiser une élection pour permettre au peuple de s'exprimer et le suffrage universel permettrait de déterminer le choix du peuple malien. Je vais terminer. Allez-y. Selon la CEDEAO. Non, selon les principes. Est-ce que je peux y aller? Oui, terminez, bien sûr, allez-y. Il faut faire suffisamment confiance au peuple malien. Ce n'est pas au ministre des Affaires étrangères français de s'inquiéter de la présence des Russes en France au point d'en faire une affaire diplomatique. Au Mali, pardon, au point d'en faire une affaire diplomatique. Ce n'est pas au ministre des Affaires étrangères français, et c'est ce que Landry disait tout à l'heure, de s'inquiéter de la légitimité du pouvoir en place au Mali. Il faut faire suffisamment confiance au peuple malien. Pour l'instant, on semble être dans une situation où ils sont à l'aise avec ce qui se passe. Quand cela ne sera plus le cas, faisons-leur confiance. Les mêmes qui ont applaudi l'arrivée de la France il y a 5 ans, il y a 6 ans, sont ces mêmes-là qui disent aujourd'hui, sur ces 8 dernières années, vous n'avez pas fait de résultats probants, nous voulons essayer autre chose. Ils ont la liberté de demander ce qui leur convient, selon eux, et il faut leur faire suffisamment confiance en se disant que lorsqu'ils ne seront plus à l'aise avec ce qui se passe, bien entendu, ils s'exprimeront soit par la voie des urnes ou bien par la voie de la rue, afin de pouvoir retrouver la plénitude de leurs moyens. Très bien. Alors, on prend un autre intervenant avant de vous passer la parole, monsieur, si vous le voulez bien, s'il vous plaît. Alors, monsieur Sako qui nous appelle d'Annie Bilécro. Pour vous, monsieur Sako, déjà, est-ce qu'il est là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Dirasouba. Pour vous, le problème le problème est né depuis le coup d'État perpétré contre ATT, Amadou Toumani Touré. Et pour vous, le problème, ce sont les militaires au Mali. Tout à fait. Allez-y. Si vous suivez bien l'actualité malienne... On la suit, évidemment, c'est pour ça qu'on fait le débat. Tout à fait. Vous vous rendrez compte que c'est lorsque les militaires ont des déboires sur les champs de bataille, ils se retournent toujours vers l'autorité civile pour faire un coup d'État. Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois... Allez-y. À chaque fois qu'ils piétinent sur le terrain, ils se retournent vers l'autorité civile. Et c'est toujours comme ça depuis le coup d'État de Aya Sanogo, si vous suivez. Et il y a un intervenant qui a indiqué tout à l'heure que l'armée malienne est équipée par la France. L'armée malienne a de tout temps été équipée par les soviétiques. La relation entre le Mali et la Russie date depuis les années 60. Voilà, donc c'est pas nouveau. Et vous voyez bien dans quel état est le Mali aujourd'hui, parce que la coopération russo-malienne n'a rien apporté. D'accord, on va faire le débat tout à l'heure sur justement la présence russe de plus en plus accrue en Afrique. Je voulais juste ajouter quelque chose. En tout cas, vous me permettez de remercier les gens pour le conseil. Merci à vous, monsieur Sako, de nous avoir appelé depuis Annie Bilécro. Merci d'avoir pris part à ce débat. Alors, avant que M. Sako n'intervienne... Juste dire à Franck... En 30 secondes, rapidement. Par rapport à Le Drian, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit tout être humain a le droit de réagir. Donc, il a eu le droit, même en tant que diplomate, en tant que ministre, de donner son point de vue. Parce que le monde, aujourd'hui... vous dites... Sur quoi? Mais sur la légitimité des autorités maliennes. D'accord. La précision étant faite... non, s'il vous plaît. Stéphane Dédier, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui distribue la parole. Alors, je pense qu'il faut s'en tenir un peu aux faits. Il faut être, en tout cas, aux faits officiels. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes soit dans une trappe, soit dans une impasse, en tout cas un piège pour la France, qui paye un peu cash une sorte d'illisibilité de sa stratégie ou de sa posture stratégique. Regardez, aujourd'hui, plus personne ne parle du Tchad.
Mais personne ne vient chercher des poux dans les cheveux de la jeune tchadienne. Aujourd'hui, cette dernière déroule un chronogramme même qui n'existe pas. Ils viennent cette semaine de reporter un dialogue national inclusif qui devait tenir. Et vous voyez que personne ne leur cherche des noises. Voilà. Donc, quelque part, vous voyez aujourd'hui, avec la puissance des infos, la volatilité des infos, nous sommes tous informés. Donc, il y a un sentiment d'injustice. Voilà. Ici, on donne des instructions, on donne son point de vue. Et là-bas, on se tait, on félicite, on adoube. Alors qu'il s'agit quand même de 2 coups d'État. Voilà. Et de 2 postures illégitimes, en tout cas, si s'en faut. Alors, je pense qu'il ne faut pas présager d'autres choses. Tenons-nous aux faits. Jusqu'à preuve du contraire, les autorités maliennes n'ont jamais parlé du départ de la France. Elles parlent de renégocier les accords en présence. Et puis, n'oublions pas aussi le fait générateur de toute cette crise, la déstructuration de la Libye, 1912, etc. Pardon, 2012, excusez-moi. 2011, 2012, avec la migration de tous ces djihadistes vers l'espace malien. Donc, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits, pas à pas. Mais moi, je pense qu'en l'espèce, il y a une sorte d'illisibilité de la posture géostratégique française. Et puis ce contexte aussi est quand même amplifié par les élections qui arrivent, les élections prochaines en France. Donc pour moi, tout ceci est une sorte de cocktail Molotov, de piège malien dans lequel la France doit faire très attention. Il est très évident en tout cas que la réaction française vis-à-vis du Tchad, au décès d'Idriss Déby Itno, a suscité beaucoup de réactions et de commentaires. Et a permis à beaucoup de personnes qui soutiennent aujourd'hui ce qui se passe au Mali de dire c'est une affaire de 2 poids, 2 mesures. C'est quelque chose qui a été beaucoup commenté par nos commentateurs et analystes. Landry Couillot, je termine avec vous avant d'aller à la pause. Allez rapidement. Juste dire qu'en réalité, au-delà même de l'appréciation selon laquelle il y a 2 poids, 2 mesures, il faut pouvoir quantifier, localiser les intérêts. Parce qu'en réalité, même si on est de la branche idéaliste, on a plutôt apprécié le monde et on l'apprécie selon le réalisme des relations internationales. Pourquoi est-ce que Paris est beaucoup plus attaché à la question malienne plus que tchadienne? Dites-nous. En réalité, de quoi s'agit-il? La présence française au Mali est beaucoup plus portée et plus considérée sur le nord du Niger qui abrite 2 mines d'uranium. Ce sont 2 mines d'uranium. En réalité, quand les autorités maliennes parlent d'abandon, de quoi s'agit-il? On se rend bien compte de quelque chose. On se rend compte que, c'est vrai, les Français interviennent et limitent l'avancée des Touaregs et des groupes djihadistes sur Bamako. Sauf que leur présence ressemble à une zone tampon, parce qu'en réalité, ce n'est pas tant le Mali que l'on tente de protéger, mais c'est plutôt ses intérêts du côté du nord du Niger, où on a 2 mines d'uranium qui, exploitées par Areva, permettent donc à la France, à 30% de ses importations d'uranium, de pouvoir s'alimenter. Alors, c'est très simple la situation. En réalité, les Maliens, je comprends leur situation. Je dis, je comprends que l'on se sente frustré dans cette affaire. Mais c'est la réalité des faits. La réalité, c'est qu'on a Paris qui a besoin de protéger de l'autre côté ses mines. Et donc, la position au Mali lui permet d'avoir une base avancée en termes de périmètre de protection afin de pouvoir protéger ses intérêts de l'autre côté. Voilà. Monsieur, je vous propose de faire une petite pause, on poursuit le débat et donc, juste après. Ah ben oui. Sur le plateau de NCI 360 et dans la première partie de cette émission, vous l'avez suivi, nous avons parlé évidemment de la montée de tension entre Bamako et Paris. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler évidemment de la présence de plus en plus poussée de la Russie en Afrique. Et vous le savez, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française à l'Assemblée nationale, était mardi sous le feu des questions des députés sur un éventuel retrait des forces françaises au Mali. Pour le ministre des Affaires étrangères français, l'expulsion de l'ambassadeur de France par les autorités maliennes n'entame nullement l'engagement des forces françaises dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Il évoque par ailleurs l'isolement des autorités maliennes qu'il qualifie d'illégitime. Je vous propose de l'écouter. Le Mali, c'est une question propre au Mali. Et je dirais que l'isolement du Mali est tel aujourd'hui qu'il n'a que seul partenaire, les mercenaires de Wagner. C'est tout ce qu'il trouve. Le seul partenaire aujourd'hui du Mali, c'est Wagner. Tous les autres veulent que le Mali retrouve la démocratie et le combat contre le terrorisme. Le combat contre le terrorisme, monsieur le député Lassalle, se poursuivra et se poursuivra au Sahel. Il se poursuivra aussi avec l'accord des autres pays de la région et il se poursuivra aussi en soutien des pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui voient la porosité des groupes, des frontières
permettent aux groupes terroristes de pénétrer dans le nord de ces territoires. Voilà, monsieur, on vient d'entendre Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française. Docteur Hill, réaction déjà? Oui, c'est vrai que nous sommes sociologues, mais on a entendu dire que la diplomatie, c'était l'art de faire la guerre autrement. Et de telle sorte que les propos sont toujours empreints de beaucoup de courtoisie. Et la France est assez reconnue pour être toujours capable d'enrober les choses sans choquer. Mais j'avoue que, franchement, c'est la première fois que, en termes de taxinomie pure, la diplomatie soit prise autant à défaut. Parce que quand on parlait d'illégitimité, d'illégalité, tout se passe comme si vous voulez pousser le peuple à chasser quelqu'un. Et d'incontrôlable. Ça fait gangster. J'avoue que je suis plutôt surpris. Parce que la France est un très grand pays de diplomatie et c'est ce qu'on appelle une main de fer dans un gant de vélo. Et c'est la première fois que les propos se suivent du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, etc. Et tout se passe comme si les rôles sont inversés. Parce qu'on a plus eu l'habitude d'avoir ce que vous appelez jeunes, des militaires qui arrivent au pouvoir. On a vu Dadis, on a vu Sankara, vraiment qui s'enflamment. On est plus coutumier des jeunes africaines qui s'enflamment, qui disent tout et son contraire, et après qui mangent leur chapeau. Et toujours la France a su garder le bon ton, un vrai ton. Et en tout cas, moi, pour ma part, c'est la première fois que je vois la France dans cette posture. Et toute l'opposition, quand vous dites qu'ils font bloc derrière Macron, je suis plutôt surpris. Ils parlent plutôt de réévaluer la situation. Ils parlent même de pièges. Ils parlent même de sentiments de la politique. On sent qu'on a l'impression que même la France se pose beaucoup de questions. Non, en tout cas, concernant l'opposition française, les voix se sont élevées pour dénoncer l'engagement de la France au Mali. Et ils ont l'impression, effectivement, que le Mali n'est pas reconnaissant des efforts qu'ils ont faits avec notamment l'opération Serval, ensuite Barkhane et tout le reste. Pour les fins connaisseurs de la France, il y a un vrai paradoxe français, pour une démocratie en particulier, qui est que l'opinion publique, ou du moins l'information de l'opinion publique quant à la politique étrangère française est très faible, en tout cas africaine en particulier. Vous avez des opérations militaires qui sont menées la plupart du temps sans l'accord d'une institution qui est, comment dirais-je, essentielle, qui est le Parlement. C'est le Parlement français qui déclare la guerre. Et c'est pour cela que, justement, on parlait de taxinomie ou bien de lexicologie. C'est pour ça que la plupart du temps, le terme guerre est évité. On lui substitue le terme de conflit ou de crise pour pouvoir rapidement s'engager. Quand vous avez des gouvernants, ou du moins le gouvernement qui est devant la représentation nationale, la plupart du temps, ils minimisent la crise en l'espèce. Deuxièmement, ils font croire que c'est une crise qui ne va pas durer dans le temps. Et là, on est dans l'embourbement, on est dans l'enlisement. Voilà. Donc, cette situation assez inédite dont on a parlé tout à l'heure a quand même interrogé tous les Français qui se sont dit mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas au Mali? Ah, on a chassé notre ambassadeur et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et le Drian qui essaie on va dire, d'éteindre des incendies avec un incendie avec des bouteilles d'eau, essayer de colmater somme toutes les brèches pour essayer de réexpliquer et réévaluer la présence française. Moi, je pense que c'est une constante, en tout cas, qui m'a beaucoup déçu. Vous avez vu, dans la guerre du Vietnam a été arrêtée grâce à la mobilisation de l'opinion publique américaine face à la guerre. Oui. Il n'y a pas d'opinion publique française quant à la politique étrangère française et en particulier face à l'Afrique. Alors, le débat malien s'est invité dans les élections présidentielles. Et vous voyez que la marge de manœuvre, en tout cas pour les gouvernants, est très faible. Et voilà pourquoi je corrobore la thèse du piège, en tout cas. Très bien. Franck Dédy. Moi, j'abonde dans le même sens que Dr Hill. Aujourd'hui, la multiplication des sorties du ministre des Affaires étrangères français, je pense que c'est un bon indicateur de ce que les autorités françaises seraient sans doute dépassés par les événements. D'une part, si bien qu'ils sont obligés d'être aussi incisifs que d'habitude, affichant le fait de perdre leurs moyens vis-à-vis de la situation. Parce que là, il y a une illisibilité, comme le disait Dr Guipier tout à l'heure, de la politique française étrangère. Pour une même situation au Mali et au Tchad, on a deux façons de procéder. L'autre chose que ça révèle, c'est que la classe politique française est un peu déconnectée des réalités africaines. J'en veux pour preuve quelque chose de très simple.
ça va peut-être nous ramener au sujet précédent, mais je pense que c'est la suite logique. Allez-y rapidement. Lorsqu'on exclut l'ambassadeur français du Mali, on a tout de suite certains opposants qui veulent surfer là-dessus. Une opposante en l'occurrence. Deux même d'ailleurs, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui disent tout de suite, mais oui, si c'est le cas, appliquons la réciprocité, chassons l'ambassadeur malien alors qu'il y a depuis 2 ans, le Mali n'en a pas. Donc ça prouve qu'ils sont un peu déconnectés de cela. Donc chacun aujourd'hui veut jouer là-dessus parce qu'il y a des élections dans quelques mois. Mais en même temps, je pense que, et docteur Hill ou quelqu'un d'autre l'a dit tout à l'heure, on a un changement de paradigme dans la montée en puissance des juntes dans ces différents pays-là. On était habitué à des juntes qui étaient dans l'esbrouf, volubiles, à s'exprimer chaque semaine, mais là, on est avec des cas de figure de gens qui sont en apparence, en tout cas, puisque je ne les pratique pas personnellement, un peu plus matures, qui posent des actions calculées, affichent une certaine sérénité, comme s'ils maîtrisaient leur sujet, et je pense que ça déconcerte la France, qui ne sait pas sur quel pied danser. Et aujourd'hui, je pense que, bon gré, mal gré, ils sont en train de récolter les atermoiements successifs, l'illisibilité de leur politique en Afrique de l'Ouest et du Centre ces dernières années. D'accord. Landry ? Tout à l'heure, merci Ali pour la parole, tout à l'heure, j'évoquais des faits. Je dis souvent, on est dans un débat où on n'a pas les faits. Malheureusement, on n'arrive pas à évaluer ou à quantifier les intérêts des uns et des autres afin de pouvoir envisager leur capacité de réaction. Je vous dis que ce qui se passe là, c'est une question de civilisation. 30% de son importation d'uranium, le tiers, à bon prix, c'est l'électricité dans les ménages, c'est l'électricité pour les usines, c'est la qualité de vie même. C'est la guerre même. C'est ce qu'elle représente en réalité. C'est une des énergies les moins chères de l'Europe occidentale. Absolument, vous comprenez. Et si vous vous rendez compte que tout autour, Le Drian parle d'isolement du Mali ou que les autres ne réagissent pas, c'est parce qu'ils y gagnent en réalité. Pourquoi? Le Niger tire 140 millions de dollars de l'extraction de l'uranium. Pourquoi est-ce que le Niger s'en plaindrait de l'autre côté? Surtout que Mahamadou Issoufou, à l'occasion de la cession d'Hollande au pouvoir, a donc facilité la meilleure sécurisation de ces mines-là et permis la présence de troupes françaises au Niger. On a donc un périmètre de sécurité qui va au-delà des frontières nigériennes et qui ont nécessairement besoin d'aller jusqu'au Mali afin de pouvoir bloquer les attaques des salafistes en réalité. Donc, lorsque le Mali fait appel à la France pour pouvoir le sauver de la déferlante des Touaregs, c'est du pain béni pour eux, parce que voici l'occasion rêvée d'apporter la meilleure sécurité à leurs intérêts fondamentaux. Et ils même prévoient de construire, d'ouvrir une troisième mine. Il y a la question aussi de la prospective en matière de pétrole. C'est vrai que comment dirais-je, on a la Chine qui est la principale puissance mondiale qui exploite le pétrole au niveau du Niger, sauf que Total Energy a désormais une licence de prospective en matière de pétrole au Mali. Donc il y a autant d'intérêts vitaux qui font que cette puissance-là, certes, est aux abois, mais il ne faut pas minimiser sa capacité à pouvoir apprécier dans la durée la situation et de pouvoir réagir. Je vais terminer avec cela pour dire que la réalité, c'est quoi? C'est pas le Mali lui-même. C'est que quand la France est plus ou moins aux abois, elle a en face d'elle une autre grande puissance qui est la Russie et par derrière la Chine, qui tente de pouvoir se positionner, excusez-moi le terme trivial, foutre le bordel dans leur précaré. Parce que dans tous les cas d'espèce, il y a une course aux ressources naturelles et dans cette course aux ressources naturelles-là, certains sont en droit de convoiter davantage. D'accord. Messieurs, alors, Bamako semble envoyer un message. Alors, la France, on vous a demandé de venir pour nous aider à régler nos problèmes avec les terroristes. Visiblement, on n'a pas encore pu trouver la solution. On veut se donner le droit de traiter avec les Russes, d'où une présence de la Russie après Bangui, aujourd'hui Bamako. Est-ce que les Russes peuvent résoudre les problèmes du Mali? Aristide Ntendak. Alors, le Drian l'a dit, il a même d'ailleurs qualifié la présence des militaires russes au Mali de mercenaires de Wagner. C'est comme ça qu'il les qualifie. Allez, moi je me méfie de ceux qui veulent aller au combat en comptant sur les autres.
quand vous vous dressez contre votre partenaire d'hier et que vous comptez sur quelqu'un d'autre, c'est souvent délicat. Je vous dis ça pourquoi? Parce que pour revenir encore à l'histoire, souvenez-vous, parlant de Lumumba, lorsque Lumumba gagne les élections et qu'il y a les difficultés et qu'il appelle l'ONU et que l'ONU ne vient pas, il appelle l'ex-USS. Et c'est justement quand l'ex-USS arrive que Lumumba perd le combat devant Kazabumbu, puisque Kazabumbu le démet et après on connaît la suite. Je ne dis pas que cette façon de faire est la bonne, mais je dis simplement que je préfère mon démon que je connais qu'un nouvel ange que je ne maîtrise pas. Non, c'est un démon. Oui, je caricature. Je préfère mon démon que je connais, que je maîtrise, qu'un nouvel ange que je ne maîtrise pas. La Russie n'a pas cette histoire avec les colonies. Avec les colonies. D'accord. Vas-y, on termine. Non, je vais finir. Vous allez voir que aujourd'hui, c'est une course, comme a dit Landry, vers l'Afrique, parce que c'est un positionnement. On a vu la percée de la Chine, et je crois qu'aujourd'hui, la Russie arrive à son tour. Mais simplement, il faut faire très attention quand on choisit ses partenaires. Docteur Hill. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit assez rapidement, qu'il va falloir que la France compte avec cela, parce qu'avant on disait le bouillant capitaine, aujourd'hui on a laissé tomber, donc on sent qu'il y a de la maturité. Et quand vous voyez même le système de communication, le colonel Goïta s'exprime moins plutôt que son ministre des Affaires étrangères. On a plutôt affaire à des civils. Et c'est maîtrisé, c'est calculé, les propos sont vraiment mesurés. On passe là-dessus. Maintenant, revenons à la Russie. N'oublions pas, la Russie a été de tous les combats de libération en Afrique. Tout à fait. De tous les combats. Tous les pays que vous prenez sont rares. Au moins 15-20 pays ont appelé la Russie. Il y a eu des combats. Mais la Russie avait ce seul défaut d'être uniquement dans l'idéologie. Dès que le combat est terminé, gagné ou perdu, il ne s'installait pas, il ne cherchait pas à faire du business. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'après, qu'effectivement, à côté, et c'est ça qu'on appelle en géostratégie les actions civilo-militaires, que souvent les gens vont dans les combats, dans les conflits, dans les guerres, justement, comme dit Landry, pour pouvoir regarder ce qui se passe sous le sol. Et au fur et à mesure, avec l'intrusion de la Chine est là aujourd'hui, et la Chine a une autre stratégie, parce que dans la cosmogonie chinoise confucéenne, eux, ils ne vont pas à l'affrontement, ils vont à l'harmonie. Donc, quand vous soyez soi-disant dictateur ou droit de l'homme, ce que vous voulez, ils font du business avec vous. Et chacun se sert de sa cosmogonie pour rentrer. La France rentre peut-être de manière frontale, mais peut-être de manière plus hypocrite pour l'économie. Les autres rentrent de manière frontale pour l'idéologie. Mais ils se disent qu'on n'a rien, puisqu'ils disent qu'ils n'ont aucune tradition de colonisation. Donc ils ne savent pas que les sous-sols sont les bourrés. Donc c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Que tout le monde sait que derrière les colorations de démocratie, de droits de l'homme, de sous-développement, développement, mal-développement, il y a des choses qui se passaient. Voyez-vous. Et aujourd'hui, c'est vu au-dessous de tout le monde que l'uranium, le pétrole, l'or, tout ça, il y en a. Et le monde ne peut plus être bipolaire au sens idéologique comme il était aujourd'hui. Il devient multipolaire au sens de l'idéologie de l'économie et de la guerre. D'accord. Alors, je pense qu'il faut quand même édifier un peu peut-être les téléspectateurs et essayer de caractériser, à tout le moins questionner un peu la stratégie des Russes. Alors, j'ai eu des difficultés en tant que stratégiste et internationaliste pour caractériser cette stratégie-là. Pourquoi est-ce qu'ils passent par les pays de l'Hinterland, par des pays qui sont en faillite? Alors, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'État pivot. Chez Mackinder, je fais un clin d'œil à l'éditorialiste qui a parlé de Ratzel tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai souri. Alors, on se sert justement d'un État qui est central pour essayer de pivoter, pour avoir un État côtier. Parce que en matière de stratégie ou de géostratégie, ce sont les États qui ont un accès maritime, un débouché maritime qui sont les plus importants. Mais vous voyez que la Russie pratique l'inverse. Ils sont d'abord à l'intérieur, peut-être pour viser plus. Alors, je pense qu'il faut quand même voir que nous sommes... la chute du mur de Berlin a été une vraie catastrophe pour les relations internationales. Mais sous le leadership de Poutine, il y a eu une montée en puissance avec cette troïka-là, qui succède, on va dire, après la crise libyenne, qui succède à Medvedev, au leadership, somme toute, assez faible de Medvedev, même si Poutine avait quand même des responsabilités. Nous avons cette troïka-là, avec Poutine d'une part, avec Lavrov et avec Shoigu. Donc, les trois, l'un mis dans l'autre, sont en train de passer par des États de l'Hinterland pour essayer de reconstruire l'État et se repositionner géostratégiquement. Et vous avez vu que, quels que soient les atermoiements de la France, la Russie communique le peu possible
Voilà, il n'y a aucune information. Aujourd'hui, on parle de Wagner à Dia, mais personne ne nous a donné des images, des photos, etc. Et les Russes continuent à déployer leur rouleau compresseur. Et vous avez une réponse, je vais m'arrêter là, somme toute assez cocasse, de la part du premier responsable de Wagner, lors du coup d'État au Burkina Faso, qui en même temps, qui évoquait quelque part la crise malienne, ou du moins la situation au Mali, en répondant, c'est Prigojine qui répond sur V-Contact, qui est l'équivalent du Facebook russe, et qui moque un peu la politique française. Prigojine, il faut rappeler qui il est, peut-être Prigojine, qui est le responsable, le chef de Wagner, surnommé réputé aussi... proche voilà, de réputé proche, qu'on appelle même prosaïquement le cuisinier de Poutine. Donc vous avez cette stratégie-là, justement, par l'Interland, pour se projeter vers ce qu'on appelle en géostratégie les mers chaudes. C'est une stratégie qui se fait par degrés, progressivement, mais ça n'entame en rien la puissance du rouleau compresseur russe. D'accord. Docteur Tawa. Alors, vous êtes demandé, est-ce que la Russie peut aider le Mali? Alors, si on... Est-ce que le Mali peut avoir avec la Russie ce qu'elle n'a pas eu avec la France? Alors, peut-être en s'adossant à l'expérience de la Centrafrique, on peut dire oui. Parce qu'il y avait ce vide sécuritaire-là, en Centrafrique, que, somme toute, la Russie a aidé à combler. Aujourd'hui, comment ça s'appelle, Touadéra, je pense que peut au moins se promener dans Bangui, ce qu'il ne pouvait pas faire il y a quelques années de cela. Et donc, cette expérience-là peut donc servir. Alors, au moins, les Maliens le disent, au moins pendant 8 ans, ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient avec la France. Donc, pourquoi ne pas essayer avec Wagner? On n'a pas dit Wagner. Les Russes. Non, mais bon, enfin, terminez. Wagner. Oui, bien sûr. Vous avez terminé? Oui, c'est bon. D'accord. Vous avez posé une question fondamentale, Ali, qui était de savoir, est-ce que le Mali est en droit d'avoir d'autres types de partenaires et de partenariats en dehors de ceux avec la France? Ma réponse, c'est l'affirmative. Je pense que chaque État qui revendique sa souveraineté doit avoir le libre cours de signer des partenariats avec qui il souhaite dans le respect des règles internationales, du respect des droits de l'homme et tout ce qu'on peut imaginer autour. Si aujourd'hui, le Mali pense qu'il trouve bon compte avec la Russie, qui est l'ange, plutôt que la France, que Aristide a qualifié, ou du moins a affublé de démon pour caricaturer, comme il a dit, je pense que c'est une expérience que le Mali, dont le Mali peut se servir avec ses nouveaux partenaires en disant voilà ce qui n'a pas marché dans mon précédent partenariat, je voudrais qu'on corrige ci, qu'on corrige ça dans ce partenariat que nous sommes en train de nouer, d'une part. D'autre part, je pense que c'est un peu terrible de dire que la Russie n'a pas de relation avec l'Afrique. Parce que quand on est en face de vestiges comme la place de l'Étoile Rouge à Cotonou ou l'université Patrice Lumumba à Moscou, ça dénote du fait qu'il y a eu des relations séculaires entre la Russie et l'Afrique. Bien entendu, il y a eu la chute du mur de Berlin, l'éclatement du bloc soviétique, des problèmes économiques internes à l'URSS qui a favorisé le fait que la Russie se replie sur elle-même. Mais 20 ans plus tard, et le docteur il l'a dit, la Russie vient avec un nouveau paradigme. On ne parle plus d'idéologie, on vient avec des contrats économiques. Et aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est que, ne serait-ce que pour parler de la relation économique entre la France et la Russie, la France est le 6e fournisseur de la Russie. La Russie est le 18e client de la France. La Russie fournit entre 40 et 50% du gaz à toute l'Europe. Et aujourd'hui, étrangement, alors qu'on a un partenaire aussi solide, ne serait-ce que d'un point de vue économique, sur nos territoires, c'est-à-dire en Europe, on s'offusque qu'un État souverain puisse tenter d'avoir des partenariats avec le même État. Monsieur, je suis obligé de vous arrêter. Alors, la dernière question que je vais vous poser, parce qu'au pas de course, on est obligé de mettre un terme à cette émission dans quelques minutes seulement. Alors, si on reproche à la France de ne voir que ses intérêts, est-ce que les Russes viennent au Mali
en ange, comme vous l'avez dit, sans avoir les yeux sur des intérêts. Landry, je voudrais rapidement. juste dire qu'il y a une logique implacable. Autant Moscou s'offusque de ce que l'OTAN et l'Europe se rapprochent de ses frontières en voulant coopter l'Ukraine, autant Paris n'accepterait pas un seul instant que ce qui constitue son indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou, c'est-à-dire ces 30% d'uranium là, soit protégé par Wagner. C'est pas possible. C'est pas un territoire français. Non, en d'autres termes, il y a une guerre d'influence froide qui se joue. Moi, je voudrais qu'on apprécie les choses avec réalisme. Sortons un peu des principes. Il y a une réalité dans ce monde qui est telle que des personnes qui sont à 1000 lieues considèrent que votre portion de terre leur appartient tout simplement parce qu'ils vous donnent de l'aide au développement et parce qu'ils y tirent l'essentiel de leur survie sur 1000 ans. C'est la réalité qui est là. Et aujourd'hui, c'est clair, quand Macron se démène, alors qu'il est proche d'être candidat, pour aller rencontrer Poutine, il se propose aller rencontrer Poutine, ce n'est pas que pour la question ukrainienne. Effet papillon, comme disait Paul Valéry, ce qui se passe en Ukraine a un effet sur ce qui se passe au Mali, au Niger. On va parler à Poutine, certes, il y a l'ordre du jour officiel, mais il y a l'ordre du jour occulte qui est celui-ci. On va dealer. Écoute, on va tempérer les choses avec Washington. On va veiller de sorte à ce qu'on va faire reculer les troupes de l'OTAN. On ne va plus vouloir faire ceci ou cela, mais de l'autre côté, sache que juste au niveau de la frontière nord du Mali, il y a mes mines et je n'accepterai pas que Wagner y aille plus loin. Très bien. Aristide. Alors, je crois que Landry a tout dit. Et pour seulement revenir sur... Pour préciser, moi je disais simplement que la Russie n'a pas de territoire en Afrique. C'est-à-dire que vous ne verrez pas un pays africain qui parle le russe, par exemple. Oui, bien sûr. Hein? Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu, et vous avez raison, Franck Dédy. Maintenant, Landry a tout dit. Juste pour dire à Ali que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts. C'est clair. Par leurs intérêts permanents. Donc, Landry a tout dit. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Juste dire que... symboliquement... Je peux emprunter de votre temps. Non, je donne mon temps. Non, c'est mon temps. Allez, moi je reviens, vous, docteur. Je voudrais finaliser sur deux choses. Vous avez dit qu'est-ce qu'on peut attendre de Wagner, pardon, de la Russie, pardon. Non, mais la Russie dit qu'officiellement, elle n'est pas engagée. Mais c'est ça. La question était sur la Russie, revenons sur la Russie. Effectivement, quand vous regardez, la Syrie, qui a été un théâtre où la Russie s'est impliquée, ça a quand même sauvé l'État. Pas peut-être dans son entièreté, mais dans sa substance, la meilleure substance qui peut encore permettre de faire le gaz un peu partout. Et quand on regarde aussi en Centrafrique, il l'a dit, on a déjà deux exemples. Et aujourd'hui, quand vous regardez le monde, c'est uniquement une stratégie d'alliance des alliances. Ce qu'il disait, il n'accepte pas que cela vienne au Niger, et pourtant ils disent à la Russie, Biélorussie, l'Ukraine, tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi vous direz toujours donner des leçons aux autres sur leurs frontières. Regardez même la baie des cochons, la fameuse troisième guerre a failli venir du fait que la Russie devait soutenir Cuba. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement, c'est un jeu, je dirais, il ne faut pas que la stratégie mondiale devienne un jeu diabolique. Un jeu diabolique où on détricote et on retricote ces relations uniquement en fonction d'immédiateté économique. Je pense que ça, l'émotion risque... Parce qu'il faut dire la vérité aussi, on est dans un monde hyper égoïste aujourd'hui. 1% ont pratiquement 100% des richesses. J'exagère, mais je crois que c'est à peine. De telle sorte que plus quelqu'un se voit puissant et beau, et plus il a l'impression qu'il n'a pas de limite. Au sens où, au lieu que la diplomatie vienne freiner les ardeurs et donner de la raison aux uns aux autres, je crains que la diplomatie ne vienne consacrer la suprématie des plus forts sur les plus faibles. Et là, l'effet boomerang avec ce qu'il disait Facebook et les opinions publiques qui peuvent s'échapper à elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on a compris qu'il n'y a pas que les dirigeants qui sont producteurs de vérité. Nous tous, nous pouvons produire de la vérité, nous pouvons produire nos paradigmes, et parce que si ça ne va pas, nous serons les premiers à disparaître. Mais il faut avoir les moyens, docteur. Il faut le savoir. Oui, c'est gratuit avec les réseaux sociaux. D'accord. Ali. Oui, docteur Tawa, allez-y. Alors, sur la scène internationale, on ne paye pas l'aumône aux pauvres. On ne paye pas l'aumône aux pauvres. Ça, c'est le professeur Millet qui le dit. Donc, que la Russie vienne, c'est clair qu'il ne faut pas attendre que la Russie vienne faire le boulot à la place du Mali gratuitement et retourne. Oui. Donc, c'est normal qu'elle cherche forcément d'abord, sur le plan stratégique, à s'installer et puis, bien sûr, profiter de quelques rentes économiques. Maintenant, quel sera le contenu du discours ou du contrat qui sera signé, c'est sûr, avec le Mali? C'est ce qu'il faut voir. Mais ce n'est pas la peine de... Et d'ailleurs, la France n'était pas là aussi gratuitement. Oui. Donc,
les soldats maliens, les soldats russes, dont on peut, enfin, c'est pas peut-être souhaitable, mais je pense que quelques-uns vont mourir aussi. Ils ne vont pas mourir gratuitement, juste parce que Poutine aimerait Goïta. C'est forcément pour des intérêts, comme il a dit Aristide. Donc, c'est pas ça qui est étonnant, mais c'est qu'est-ce que le Mali va gagner? Voilà. Est-ce que la Russie est capable? Et c'est là, et je dis oui. La Russie a montré en Centrafrique, en stabilisant cet État, alors que la France, malheureusement, là encore, l'avait laissé. Et donc, il y a, dans ces deux États, il y a comme un vide sécuritaire qu'il faut combler. Alors, tout se passe comme si c'est le Mali qui a l'initiative de dire la France dehors. Non, c'est la France qui est d'abord, Macron, qui fait cette conférence de presse et qui dit, bon, au Mali, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de transition, nous on part. À partir de ce moment, ils ont ouvert la porte. Et malheureusement, je pense que si c'était à refaire, ils n'allaient pas le faire. Oui, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'Afrique revient au centre du monde, j'ai envie de dire, quelque part. Vous savez, trêve de misérabilisme en se disant le Mali est un pays pauvre, le Niger est un pays pauvre. On vient de dire le contraire tout à l'heure. Plus de 30%, 35%, et selon les chiffres officiels en plus, de l'électricité française proviendrait des mines d'uranium nigériennes. Il y a des promesses, en tout cas sans être vraiment euphorique, des traces de réserves de pétrole, d'uranium dans le nord du Mali. Je pense que tout le monde commence à le savoir. Alors, c'est quoi? Une guerre froide bis de la France, de l'ours, comment dirais-je, russe, ex-ours soviétique qui viendrait contrecarrer les intérêts de la France. On peut se poser la question. Toujours est-il que je pense que l'Afrique est en tout cas rehaussée et il serait important quand même que les Africains puissent développer des paradigmes propres, qu'ils pourraient se mettre en communauté, en union, pour pouvoir porter la dragée haute face aux puissances qui ne convoitent que leurs intérêts au finish. Oui, Franck-Stéphane Dédy. Oui, je pense que nous sommes à un carrefour de possibilités où un certain nombre de partenariats ancestraux doivent être rediscutés à juste titre. Vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que la Russie vient pour les beaux yeux d'Assimi Goïta? Je pense que non. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ils ont des intérêts. La France, de l'autre côté, comme le disaient Landry et Dr Guipier tout à l'heure, se fournit à partir du Sahel de son électricité. Oui, on est d'accord sur tout ça, mais que disent les peuples, ou du moins les États dans lesquels toutes ces opérations d'intérêt ou stratégiques se passent? Aujourd'hui, il y a une volonté forte, il y a une volonté affichée et affirmée de dire « Attention, on veut de nouveaux partenariats ». Attention, on veut de nouveaux paradigmes et je pense qu'il faudrait de bon aloi leur permettre de pouvoir décider en toute liberté de leur avenir. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'un tel partenariat leur sera a priori nocif pendant qu'un autre leur serait bénéfique alors que ces partenariats anciens là ont commencé à montrer leur essoufflement. Et aujourd'hui, c'est important. Si le Mali pense qu'en se basant sur ses expériences antérieures, pense que c'est bon d'aller avec la Russie ou avec la Chine, ou peut-être avec la Côte d'Ivoire, qui sait, ou avec le Libéria ou avec la Guinée. Je pense qu'on a suffisamment d'intellectuels au Mali qui peuvent plancher sur la question et être force de proposition auprès des autorités de la junte ou du gouvernement qui sera élu pour leur permettre de soit rompre d'anciens partenariats, les rediscuter ou en signer de nouveaux avec des États avec qui ils pensent que leurs intérêts seraient garantis pour le bien-être à la fin de leur peuple. Et je vais terminer sur ce que Dr Guipier a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les peuples africains se trouvent à un carrefour de possibilités. Il faut se mettre ensemble pour renégocier un certain nombre de choses afin d'impulser leur développement, un développement harmonieux, un développement durable. Merci. Merci à vous, Dr Tawa, on termine avec vous. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. Alors, je vous laisse reprendre le fil de vos idées. Oui, je voulais juste dire que la France n'était pas à Yalta. Mais la France fait partie des saints du Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc, c'est ce que Landry disait tout à l'heure. Vous savez, les Français, c'est parce qu'ils sont à quelques mois de l'élection. C'est-à-dire que pour affronter une grande puissance, il faut en avoir les moyens. Surtout quand, et je le dis encore, je répète, je préfère un démon que je maîtrise qu'un ange nouveau que je ne connais pas. Et qui n'a pas souvent vocation à se sédentariser. Ils sont là, c'est vrai qu'on a parlé de la Centrafrique, la Russie,
mais est-ce qu'il y a un territoire en Afrique où les Russes sont restés longtemps? Ils veulent le faire maintenant. Ils veulent le faire maintenant, peut-être? Ben, on verra. Oui, moi je pense qu'ils ont tout dit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut légitimement et de manière humaniste accorder à tous les peuples que chaque fois leurs intérêts soient aussi intégrés. Et je pense que comme tous les peuples de cette terre, l'Afrique doit commencer à comprendre ce qu'elle peut apporter au monde. Et dans cet apport-là, il faut qu'il y ait une contrepartie, la notion de contrepartie. Qu'on arrête de toujours engraisser les élites, les copains et les coquins, et qu'on commence véritablement à asseoir quelque chose de beaucoup plus profond pour le bien-être des peuples. Henri ? Alors, c'est très simple. Moi, je crois que je vais avoir une formule de synthèse. Il n'y a que l'Afrique aujourd'hui au centre du monde, c'est ça? Oui. Non, nous sommes spectateurs, en réalité, jusqu'à présent, parce que nous n'avons pas la technologie. Ah. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est se préparer, avoir de la prospective, être capable de dire, ils vont se battre entre eux. Ça nous donne la possibilité d'avoir plusieurs partenaires. Mais il ne faudrait pas que dans ce jeu, nous soyons les dupes. Nous serons des personnes qui vont payer davantage. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas les bons samaritains. Ils viendront prendre le maximum de nous, si tant est que nous restons tels que nous sommes, à l'état dans lequel nous sommes. Très belle conclusion en tout cas. Merci à vous, messieurs, d'être venus faire le débat ce soir dans NCI 360. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50 pour NCI News. Bonne soirée.